Bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir nombreux et nombreux sur ce quatrième webinaire de l'initiative Racine. Euh, Apparemment, beaucoup d'inscrits, ce dont nous sommes ravis, 240 inscrits. Avant de démarrer, trois petits points de logistique. Donc, c'est un format webinaire et donc on ne peut pas vous voir. Et donc, nous vous encourageons dans le chat à mettre vos noms, vos prénoms et vos organisations, qu'on sache qui participe à ce webinaire. Il y aura des questions que vous pourrez poser tout au long de ce webinaire. S'il vous plaît, n'utilisez pas le chat, mais il y a une fonction de questions pour cela. Ça nous permettra de les regrouper plus facilement. Et vous voyez aussi normalement à l'écran, il y a un petit questionnaire, trois petites questions auxquelles ça serait bien de répondre dès maintenant. Et je donnerai les résultats dans une minute ou deux. Avant de rentrer sur le sujet, quelques mots sur l'initiative Racine que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être moins. Donc, l'initiative Racine est une initiative collective portée par des organisations d'horizons différents et complémentaires, mais qui ont tous la volonté commune de faire évoluer leurs propres pratiques et les pratiques du secteur de l'innovation sociale sur le sujet du financement, de la compréhension et de l'accompagnement du changement systémique. Les membres de cette initiative qui était sur le slide d'avant, aujourd'hui, Ashoka, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Massif, Fondation Entreprendre, Fondation Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, Fondation Porticus, Entreprendre et Plus, ESSEC, Ticket for Change. Juste, c'est un groupe très ouvert et si vous voulez rejoindre cette initiative, n'hésitez pas à nous contacter. Ce n'est pas un petit club fermé. Trois types d'actions que nous menons aujourd'hui au sein de cette initiative. D'abord, des actions de sensibilisation, comme par exemple ce cycle de webinaires, des actions de recherche, comme par exemple le financement en partie de cet anti-guide du changement systémique qu'a écrit Cyril Tassard et qu'il est en train de terminer, et des actions de formation. En ce moment, nous avons mis en place un parcours apprenant qui se passe sur une année. Nous avons juste terminé la première version de ce parcours avec grand succès la semaine dernière et nous sommes en train de lancer la version 2 qui commencera donc en janvier 2025. Vous avez plus de renseignements là-dessus sur LinkedIn, sur notre site internet et surtout n'hésitez pas à nous contacter directement si cela présente un intérêt pour vous. Je vais présenter rapidement les résultats du sondage pour ceux qui ont eu le temps de le... Et donc, à quel type d'organisation? Donc, pour le moment, il y avait 87 personnes qui ont pu répondre, 46% de fonds ou fonds de dotation, 25% d'associations ou de porteurs de projets, 20% de conseils auprès d'associations et d'acteurs, actrices de l'ESS, et puis un petit peu d'entreprises privées et d'autres. Euh, sur l'échelle de 1 à 4, ben, vous êtes quand même dans grande majorité plutôt familier avec le concept. Et là, nous avons une majorité d'entre vous, 76%, qui ont pu déjà participer à un précédent webinaire de Racine. Donc, welcome back à ceux-là et welcome aux autres. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je suis ravi d'être rejoint pour cette partie par Cyril Tassard, donc entrepreneur-chercheur en approche systémique et l'auteur de cet anti-guide de l'approche systémique, rejoint aussi par Élodie Tesson et Marélie Arrigui de l'organisation INSIT, et rejoint plus tard pour la dernière partie par Bénédicte Fossard, qui est directrice des programmes d'action de la Fondation de France. Cyril est en train de finaliser la troisième partie de son anti-guide. Le but de l'anti-guide, c'était de donner des clés aux porteuses, porteurs de projets d'innovation sociale pour mettre en place une approche systémique au sein de leur organisation et au sein de leur projet. La troisième partie, qui est en théorie la dernière,
regroupe un certain nombre de concepts dans cette rosace systémique, qui était le titre de notre webinaire. Et cette rosace systémique, qui est une forme de méthode de travail, certainement pas un outil, mais une méthode de travail, pour regrouper ces concepts et être guidé et avoir plus de clés d'une manière logique pour mettre en place cette approche systémique. Le but de ce webinaire est d'explorer dans un premier temps, de comprendre un petit peu ce que c'est que cette rosace, et Cyril fera ça en une petite quinzaine de minutes. Ensuite, d'explorer avec des porteuses de projets comment ceci peut être mis en place au sein d'une association. Il y aura une possibilité pour vous aussi de poser des questions à ce moment-là. Et dans la dernière partie de ce webinaire, Cyril pourra discuter avec Bénédicte comment aussi cela peut s'utiliser au sein d'une fondation. Et nous pourrons terminer à ce moment-là. Bien, écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Cyril et je reviendrai pour les questions. Cyril. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez. Merci d'être nombreuses et nombreux de bon matin. Merci Jean-Baptiste, merci à Élodie et Marie d'être de la partie. Trop content d'être là. Effectivement, peut-être juste une ou deux précisions sur l'anti-guide. Effectivement, il y a déjà du coup trois parties, les parties 0, 1, 2 que j'ai déjà publiées, qui essaient de poser quelques bases, en gros, de ce que sont l'approche systémique, le changement systémique, leurs intérêts, leurs pièges aussi, quelques repères, quelques concepts nécessaires pour essayer de mettre en place une telle approche, et puis des premières propositions qui me semblent utiles pour essayer de bien se lancer. Et petite précision, c'est pas la partie 3 qui sort, c'est les parties 3 à 9 qui vont traiter de la rosace systémique. Vous allez voir, en fait, la rosace est constituée d'un certain nombre de pistes de travail, et du coup, j'ai scindé ça en un certain nombre de parties. Et ce qui va sortir dans les jours à venir, c'est les parties 3, 4, probablement 5 aussi, qu'on va essayer de vous partager dans le mail de remerciement avec le replay en même temps. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à l'ensemble de la rosace, même si à nouveau, ce qui va être publié dans les prochains jours, ça va être seulement le début de la rosace, notamment la première piste de travail sur les effets de bord. Mais vous inquiétez pas, je pense que déjà avec cette piste, il y a de quoi avoir un peu de pain sur la planche éventuellement, et puis la suite arrivera assez vite, j'espère. Du coup, je ne vais pas forcément répéter ce que tu as déjà partagé, Jean-Baptiste, sur la rosace, si ce n'est que j'insiste sur le fait que voilà, c'est vraiment une méthode, c'est une méthode de travail. C'est pas un outil, c'est pas un truc à remplir, c'est vraiment une méthode composée d'un certain nombre de questions. Et le but, c'est voilà, de proposer quelques pistes de travail qui permettent à des acteurs de l'intérêt général et a fortiori à des associations d'essayer d'adopter un peu plus cette approche systémique. Amélia, je veux bien que tu partages cette magnifique slide. Désolé, j'assume pas complètement le design. On dirait que c'est ma fille qui l'a faite, cette rosace. Voilà, vous avez cette magnifique rosace. Alors, je suis désolé, je vais devoir présenter en 5 grosses minutes, ce que je prends en général 1 heure à peu près pour présenter en une intervention, et accessoirement ce qui correspond à mes 3 dernières années de travail. Donc, on va malheureusement rester un peu en surface, effleurer les choses, mais bon, c'est les règles du jeu qu'on s'est données. Et déjà, surtout, et c'est l'objectif de ce petit laïus introductif, déjà, si ça vous donne un aperçu de la dynamique globale et des angles que vous allez pouvoir explorer avec la rosace, je pense que c'est chouette. C'est déjà un premier défi. Donc, comme vous le voyez, elle est composée de 5 pistes de travail qui sont numérotées, que je vais présenter rapidement. La première, en fait, la première piste de travail, elle vous invite à vous confronter à vos effets de bord. Un effet de bord, c'est un effet de ses actions, de sa posture, de sa présence même juste dans un écosystème, un effet qui est indésirable. Un peu plus précisément, en général, c'est des effets qui sont involontaires, qui apparaissent souvent un peu plus à long terme, qui ne sont pas toujours facilement attribuables à notre action directement, qui apparaissent souvent un peu autre part dans le système. Tout simplement, assez logiquement, parce qu'en général, si on porte une action qui a un effet négatif hyper immédiat, hyper visible, juste devant notre nez, ben, en général, on corrige le tir. Ces effets de bord, souvent, ils sont un peu plus pernicieux, c'est pour ça qu'ils prospèrent. Et en l'occurrence, pour une asso, pour un acteur de l'intérêt général, ne pas s'y confronter, c'est un peu comme pour une entreprise, comptabiliser les recettes et pas les dépenses, quoi. C'est un peu bancal potentiellement. Et surtout, en fait, donc ça, c'est la définition par la négative, mais surtout, s'y confronter, moi, ce que j'ai constaté, c'est pour ça que c'est la première piste, et j'encourage à vraiment s'y lancer, c'est que c'est une voie souvent assez puissante de travail, d'amélioration de ses programmes, de sa stratégie, de ses modalités d'action. C'est souvent un vrai angle mort. On parle beaucoup de notre impact, de nos réussites, et on a peu d'espace,
peu d'outils, peu de moyens parfois même pour se confronter vraiment à ces effets indésirables alors que c'est essentiel de le faire. Et du coup, cette piste amène à se poser des questions du type, ben, est-ce que malgré moi, la solution que j'essaie de mettre en place gêne, par exemple, des parties prenantes essentielles à la résolution de mon problème? Est-ce que j'empêche des acteurs essentiels à la résolution de ce problème de bien faire leur travail? Est-ce que malgré moi, j'ai peut-être une solution qui est efficace à court terme, mais qui renforce ou qui maintient le problème à long terme? Est-ce que malgré moi, j'ai peut-être un bout de solution qui fait sens, mais malheureusement qui aussi contribue à nourrir des croyances ou des comportements indésirables? Est-ce que malgré moi, euh, trop de ma solution, et d'ailleurs qu'elle soit portée par moi ou qu'elle soit portée collectivement par un ensemble d'acteurs qui portent des solutions analogues, est-ce que trop de notre solution, passer un certain volume, passer un certain nombre de choses, devient potentiellement contre-productif? Donc voilà, j'ai toute une flopée de questions de ce type-là. J'en développe cinq, six principales dans l'anti-guide. Euh, L'intérêt de ça, ça peut paraître à nouveau un peu autoflagellateur, surtout à 9h, à 9h16, un jeudi matin. La réalité, c'est que ça donne du pouvoir, ça fait du bien. Souvent, c'est finalement des effets dont on a globalement conscience, mais comme on n'a pas forcément les cadres et comme tout nous pousse globalement à se concentrer sur sa solution, son impact et à valoriser ça, ben, en fait, on les met souvent un peu sous le tapis et ça fait du bien en fait de s'y confronter. Ça permet finalement assez facilement, moi je le constate en tout cas sur le terrain, ça permet assez facilement de se lancer dans une démarche vraiment dans une démarche de travail qui permet d'ouvrir des pistes intéressantes, d'améliorer son action et c'est tout de suite assez concret. Donc ça c'est assez chouette. Et dernière chose, aller se confronter à des effets de bord à nouveau, donc élargir la focale par rapport à notre inclinaison un peu naturelle, parce que tout nous pousse à ça malheureusement, à notre inclinaison à se concentrer plutôt sur notre impact. Aller regarder ces effets de bord, finalement, c'est aussi une première manière de commencer à explorer la toile d'interaction entre mes activités, ma présence, mes modalités d'action, etc., et tout ce qui m'entoure. Ce qui finalement, on y reviendra, ce qui finalement est l'objectif final de ces cinq pistes, aller explorer notamment les interactions entre ma posture, ma stratégie, mes actions, la place que je prends, ma présence et ce qui m'entoure, et notamment le problème complexe sur lequel je travaille. Ça, c'est la première piste de travail. La deuxième, j'aurais pas le temps de tout évoquer, donc je vais pas avoir le temps, alors que pourtant j'y tiens fort, mais j'aurais pas le temps de parler de la question de la nuance et de la polarité, des polarités. La deuxième piste, elle invite notamment à essayer de travailler sur l'articulation des logiques palliatives et des logiques de changement. Pareil, je vais prendre 30 secondes pour définir de quoi je parle. Donc, une action d'intention palliative ou d'impact direct, je peux appeler ça aussi impact direct, c'est une action qui a l'intention avant tout de soulager les symptômes, soulager une souffrance liée à un problème. Donc, par exemple, il y a du plastique sur les plages. Peut-être que bah, c'est moche et il y a des oiseaux qui l'avalent et qui s'étouffent, ben, je vais ramasser le plastique. Je sais que je ne suis pas en train d'éradiquer le problème en faisant ça, mais en tout cas, j'essaye de travailler sur un symptôme, à savoir le fait que le plastique est présent. Là où une logique de changement ou de changement systémique, on parle de plus en plus de changement systémique, mais globalement des logiques de changement, ça vise plutôt à essayer d'éradiquer le problème, à essayer d'éradiquer l'apparition en fait du problème. Donc c'est comment je transforme en fait la situation, le bazar, je pourrais même dire, dans lequel en fait la situation qui génère le problème, comment je peux essayer de la transformer de sorte qu'elle ne génère plus ce problème, ce besoin social en l'occurrence. Une précision peut-être là-dessus. On dit souvent du coup que c'est agir sur les causes. Là c'est l'initiative Racine qui nous invite à parler. On dit souvent qu'il s'agit d'aller agir à la racine. Comme je l'ai déjà signalé moi dans des précédents webinaires, pour moi, je mets un gros bémol quand même là-dessus. Je considère que l'enjeu, c'est moins de remonter à la ou les deux, trois causes, racines ou pas, parce que j'ai l'impression qu'elles n'existent pas vraiment en tant que telles, que souvent, en fait, les situations dans lesquelles on travaille sont tellement complexe que tout se tient et qu'en fait, les causes sont des conséquences, les conséquences sont des causes. Il y a de la circularité, il y a des influences à tout niveau. Et du coup, l'enjeu c'est d'essayer non pas d'aller chercher les causes et de travailler dessus, mais d'essayer de transformer vraiment des situations, d'avoir une vision globale de la situation complexe dans laquelle on agit pour essayer de la transformer de sorte qu'elle ne produise plus l'effet indésirable qui est le problème social sur lequel je travaille, le besoin social. Voilà. Et le souci, en fait, c'est que donc, pour revenir sur ces questions d'intention palliative et de changement, le souci, entre guillemets, c'est que malheureusement, plutôt qu'être harmonieusement complémentaires, souvent, les logiques palliatives et de changement sont plutôt en concurrence. Elles ont plutôt tendance à se gêner, en fait. En gros,
je simplifie très largement, je m'en excuse, mais en gros, plus je soulage la souffrance à court terme, plus généralement je pousse en fait à ce que les systèmes, l'écosystème, la situation ne change pas en fait. Et de la même manière, souvent, plus je travaille les transformations profondes, plus, dans un certain nombre de cas, ça peut accroître en fait les difficultés à court terme. Donc, on voit que ces dynamiques peuvent malheureusement rentrer en concurrence, se gêner, alors même que les deux sont nécessaires, que le changement n'est pas mieux que le palliatif. Il y a toujours un enjeu à agir sur les symptômes et sur des enjeux de transformation profonde. Et du coup, il y a vraiment un travail à faire pour essayer de les articuler. Je vais prendre juste un micro-exemple en 2 secondes. Il y a des études qui ont révélé que dans un certain nombre d'États aux États-Unis dans les États en gros où il y a le plus d'hébergements d'urgence, c'est aussi les États en général où on a le plus de mal à loger durablement les sans-abri. Pour plein de raisons, plein de mécanismes qui se mettent à l'œuvre, mais notamment parce que ça a tendance c'est triste à dire comme ça a tendance à invisibiliser le problème. On ne voit plus les personnes à la rue et du coup, en fait, on s'en préoccupe moins. En fait, la solution palliative, en quelque sorte, imparfaite, aussi imparfaite qu'elle soit, et on le sait, malheureusement, elle diminue en partie la volonté politique et citoyenne de résoudre le problème durablement. Et puis, il y a des enjeux en fait d'articulation entre les acteurs, des enjeux de modèle économique, etc., liés à ces logiques différentes. Et, et du coup, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là qui a été étudié, ben, les acteurs de l'hébergement d'urgence, les acteurs du logement durable ont réussi à se mettre autour de la table, euh, avec les financeurs d'ailleurs, avec leurs financeurs, et à penser un fonctionnement différent en tant qu'écosystème, à penser leur articulation pour éviter au maximum que cette dynamique négative euh, se poursuive, au contraire, produire des résultats beaucoup plus puissants. Donc voilà, l'articulation est importante parce qu'elle permet pour un acteur d'intérêt général de sortir de la vision de sa réussite individuelle, de sa propre contribution au problème, pour voir dans quelle mesure ses actions marchent bien à l'aune d'objectifs qui la dépassent, de dynamique au niveau de l'écosystème. Voilà. Donc c'est notamment ça qu'invite cette seconde piste de travail. La troisième, je vais juste boire une micro-gorgée d'eau avant de m'assécher totalement. La troisième piste de travail invite à élargir, entre guillemets, sa vision du changement. C'est aussi un autre vaste sujet qu'on va à peine effleurer, et je m'en excuse, mais en gros, l'idée en premier lieu, c'est que cette piste amène à re-questionner sa juste place en tant qu'acteur qui souhaite contribuer à un changement, en se posant des questions comment est-ce que les parties prenantes concernées par le problème peuvent résoudre le problème sans moi? Parce que, à nouveau, quand on observe nos fonctionnements, je pense, moi, c'est ce que je constate, ben, en fait, tout nous pousse à penser avant tout à soi, à sa stratégie, sa contribution, donc à ses actions et ses indicateurs. Or, c'est clé d'aller identifier comment les parties prenantes peuvent résoudre les problèmes sans soi, sans son organisation, sans ses actions, pour ensuite trouver sa juste place. Et notamment, par exemple, penser dans des logiques pas forcément de programmes durables, de dispositifs durables. Je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas la seule manière de faire. Et notamment, si on veut penser une logique d'intervention des engagements pour essayer de transformer une situation sans forcément être là durablement, donc intervention des engagements, ben, il faut avoir cette vision de se dire ben, comment les parties prenantes peuvent résoudre le problème sans moi. Et du coup, quelle est ma juste place? Où est-ce que j'agis? Où est-ce que je dois donner, entre guillemets, des coups de pouce? Où est-ce que je tente de donner des coups de pouce pour transformer la situation sans prendre une place qui n'est peut-être pas forcément souhaitable à terme? Cette piste de travail, elle invite à se poser des questions aussi comme est-ce qu'il faut que j'arrête qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, qu'est-ce qu'il faut que je sacrifie éventuellement dans ce que je fais, dans mon organisation pour que l'ensemble réussisse mieux. Euh, c'est, Ça invite en fait à se poser des questions qui sont globalement, moi, c'est mon constat sur le terrain, qui sont globalement un certain nombre d'angles morts, de se dire comment je recontextualise mes intentions de changement dans une dynamique beaucoup plus large. Alors malheureusement, on n'est pas poussé dans le fonctionnement de notre écosystème, et je ne jette la pierre à personne, mais dans le fonctionnement de notre écosystème de l'intérêt général, on n'est pas poussé malheureusement à intégrer cette vision vraiment écosystémique du changement. Tout nous pousse quand même avant tout à être focalisé sur notre solution et à bien faire notre part, entre guillemets. Euh, donc voilà, donc il y a cette question de la juste place, et puis plus largement, cette piste, elle vous engage à reconnaître et donc potentiellement à envisager la multiplicité des chemins qui peuvent mener au changement. Alors même, à nouveau, il a bon dos notre écosystème, mais notre écosystème a tendance plutôt à peut-être à uniformiser les modes d'action ou par des logiques notamment de croissance, de ce qui marche, croissance organique, croissance par l'essaimage, etc. Et aussi souvent à aller globalement de l'avant par des logiques d'innovation sociale. Or, les chemins du changement sont multiples en fait. Là, on l'a vu, on peut avoir une logique palliative, on peut avoir une logique de changement, de transformation de la situation. On peut chercher à construire des dispositifs durables ou des capacités. On peut être plutôt dans des logiques purement d'intervention et des engagements. Euh,
comme on en discute aussi beaucoup autour des sujets climatiques, on sait que pour le climat, il y a des enjeux à limiter les gaz à effet de serre, mais il y a aussi des enjeux d'adaptation. Donc, on peut se dire quels sont les processus d'adaptation qu'il faut mettre en place. On peut aussi être dans des logiques de retour en arrière, en fait. Parfois, on a détricoté des solutions qui marchaient pas si mal et pour plein de bonnes raisons, on les a détricotées, mais c'est pas toujours en allant vers l'avant que seront les meilleurs processus de changement. Et ça, c'est souvent un gros angle mort, en fait, la question du retour en arrière, notamment parce que c'est un peu bête dit comme ça, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le pitch ni le modèle éco d'une association qui dirait, en gros, moi, mon objectif, c'est ce qu'on met en place qu'on faisait pas si mal il y a 15 ans, quoi. Je ne sais pas trop ce que c'est son pitch et son modèle éco. En tout cas, force est de constater que c'est moins audible qu'une innovation sociale. Voilà. Parfois aussi, peut-être que le coût de la résolution d'un problème est trop important, que les risques, en fait, d'en engendrer d'autres sont parfois tellement importants que peut-être qu'il vaut mieux que le changement, c'est juste de s'arrêter, de ne pas résoudre certains problèmes, d'en rester là plutôt qu'être dans des logiques de fuite en avant et de complexification. Et cette question, en fait, de l'acceptation du risque et des problèmes, la sagesse de pas résoudre certains problèmes ou de ne pas intervenir parfois, elle est dure, en fait, à faire valoir dans un écosystème qui est là pour amener des solutions. Donc, bon, on fait de la grande philosophie en 45 secondes à 9 heures du matin. Désolé, mais voilà, je ne vais pas pouvoir développer, mais en tout cas, ça invite à considérer ces différentes pistes de changement. Et assez rapidement, sur les deux dernières pistes, je n'ai pas envie de tenir le crachoir trop longtemps. La quatrième invite à soutenir les parties prenantes et soigner les relations. Euh, ce que ça amène à réfléchir, c'est notamment, moi j'aime bien être un peu provocant avec les assos que j'accompagne en leur disant, mais en fait, vaut mieux que vous vous plantiez et que tous les autres acteurs de l'écosystème réussissent leur part du travail plutôt que l'inverse. Or, vaut mieux en fait que tous les autres réussissent et que nous on se plante plutôt que l'inverse. Or, en tant qu'association, bah, tout nous pousse à avoir ma vision, ma stratégie, mes contributions, donc mes indicateurs, mon impact, etc. Alors, si on pousse un peu ce raisonnement, ben, il faudrait peut-être mettre au moins autant d'énergie à soutenir l'écosystème plutôt que soutenir sa propre contribution, entre guillemets. Et puis le deuxième aspect, c'est OK, c'est bien de soutenir les parties prenantes directement, mais c'est aussi s'intéresser en fait aux relations qu'elles ont entre elles. Parce que souvent, les problèmes systémiques, c'est des problèmes d'articulation. Un certain nombre d'acteurs essayent de mettre en place des solutions, et en fait, chacun à leur own, ça leur semble être la meilleure solution, mais c'est la combinaison de ces solutions souvent qui crée un résultat qui ne va pas du tout. Et du coup, quand je mets des lunettes systémiques, je vois que la qualité des relations, et c'est pas être ami et se taper dans le dos, mais la capacité notamment à s'articuler, comme on l'a vu pareil tout à l'heure pour le palliatif et le changement, de la même manière, la capacité à s'articuler, ça engendre une capacité d'un écosystème à résoudre des problèmes ou non, entre guillemets. En tout cas, à mieux les résoudre ou pas. Et dernier aspect, dernière piste de travail, très rapidement, la question de nourrir la résilience et la vitalité de nos écosystèmes. L'idée toute bête derrière ça, c'est de se dire, voilà, si je résous un problème globalement, mais que je détricote en fait la capacité de l'écosystème et par écosystème, j'entends un territoire, une communauté, un secteur d'activité. Si je détricote la capacité de cet écosystème à faire face aux défis futurs, ben, est-ce que c'est si souhaitable que ça? Je ne sais pas. Pendant longtemps, dans la Corne de l'Afrique, quand il y avait des famines, on envoyait des sacs de riz, ce qui était une très bonne chose pour sauver beaucoup de vies. Et en même temps, en fait, ça mettait les agriculteurs locaux en faillite. Ils allaient rejoindre les rangs des bidonvilles, des mégalopoles d'à côté. En fait, on était en train de détricoter la résilience alimentaire de ces territoires. Et du coup, le programme alimentaire mondial, les grandes ONG qui faisaient de l'urgence sur ces domaines-là ont complètement revu leur modèle d'action, justement pour éviter en fait de réduire la résilience. Donc nous, en tant qu'acteurs de l'interrégional, c'est se demander voilà, quand je suis en train d'apporter mon bout de solution, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ma présence, mes actions provoquent sur, par exemple, la distribution du pouvoir dans mon écosystème? Est-ce que j'apporte une solution qui le centralise peut-être, ou est-ce que ça distribue du pouvoir, notamment dans les marges? Qu'est-ce que ça provoque sur la production et la circulation d'informations? Qu'est-ce que ça provoque sur la diffusion des savoirs et sur leur nature aussi? Est-ce que je promeux un type de savoir, notamment essentiellement universitaire, ou est-ce que je promeux aussi les savoirs vernaculaires, les savoirs expérientiels, les savoirs des marges? Qu'est-ce que ça provoque sur la diversité aussi des pratiques? On sait que la diversité nourrit la résilience des écosystèmes. Donc voilà un peu ces 5 pistes de travail. Et juste en conclusion, et je vais m'arrêter là, en fait, en filigrane, j'espère que vous le voyez apparaître. L'idée, c'est de proposer quelques angles, ces pistes de travail, composées de questions, pour petit à petit à la fois éclaircir la complexité des situations dans lesquelles on agit, de l'environnement dans lequel on agit, des problèmes sur lesquels on agit, et en même temps, du coup, au regard de ça, essayer d'ajuster ma juste place. C'est l'idée avec le petit cercle au milieu, chercher une plus juste place, et le grand cercle, mieux comprendre la dimension systémique de mon problème. L'idée, c'est d'aller faire des allers-retours pour essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe hors de moi et du coup, comment j'ajuste ma place et comment en ajustant ma place, qu'est-ce que ça provoque
autour de moi, qu'est-ce qui évolue aussi autour de moi et comment en permanence je crée cette espèce de dialectique en fait entre ces situations, ces systèmes complexes et moi, ma juste place en tant qu'acteur de l'intérêt général. Merci Amélia, tu peux peut-être enlever la slide. J'ai été à la fois ultra, j'ai parlé très très vite, et en même temps j'ai déjà été trop long. Profitons de la présence de Marélie et Elodie. Merci à toutes les deux d'être là. L'enjeu ensemble, c'est, je vais peut-être déjà vous laisser présenter une site en quelques mots, et puis ensuite on va engager la discussion. Le but, c'est juste d'illustrer une manière dont vous avez pu vous emparer de la rosace, sans dire que c'est la panacée, hein, simplement illustrer un peu comment ça a pu éventuellement, dans certains cas, vous être utile. Elodie, du coup, tout est écrit sur. Je ne fais que lire. Elodie, tu es architecte d'organisation et la CEO de InSite. Et Marélie, tu es pilote des coopérations et la mesure d'impact chez InSite. Est-ce que je peux vous laisser présenter InSite en quelques mots? Merci. Parfait, merci beaucoup Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Élodie Tesson, je suis la cofondatrice d'InSite. Rapidement, InSite, c'est une organisation qui a pour objectif de faire battre le cœur des villages. On est parti d'un constat, c'est que dans des communes de moins de 1500 habitants en France, qui représentent 12 millions d'habitants, on a des élus, des associations, des entrepreneurs, des habitants qui inventent des solutions, mais elles le font souvent avec très très peu de moyens et dans le plus grand anonymat, et avec un sentiment de déclassement, ce sentiment d'être aussi à côté du récit national, du récit européen avec beaucoup de constats que vous connaissez sur la baisse des services publics et autres. Et puis à côté de ça, le second constat, c'était une jeunesse qui avait aussi envie de s'engager autrement et de plus forcément partir à l'autre bout du monde pour être utile, mais de le faire aussi en proximité. Alors on a développé il y a un peu plus de 6 ans un programme de volontariat rural qui a pour objectif de contribuer et d'aider à dynamiser, à participer à des projets avec des petites communes rurales. Donc pendant 6 mois, 2 jeunes vont s'installer dans une commune de moins de 1500 habitants, en moyenne 500 habitants, et vont travailler avec les équipes municipales, les habitants, à développer des projets autour de 3 champs: les questions de lien social et intergénérationnel, autour des questions de culture et de patrimoine, et puis autour des questions d'environnement, de transition écologique, pour aider à redévelopper des actions très concrètes pendant ces 6 mois, pour permettre que ça puisse et faire du lien et du lien, mais aussi aider ces communes-là à développer des projets qu'elles avaient soit dans les cartons, soit envie de développer. Donc, on a démarré avec 3 communes il y a 6 ans. On en accompagne un peu plus de 200 par an en France, sur 7 régions. Et on a un peu plus de 200-250 jeunes dans le réseau par an qui s'engagent pendant ces 6 mois. Quand on avait que 3 villages, on avait un petit réseau. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 200 par an. Donc, pour ça, on s'est dit que ce serait intéressant de développer un programme de communauté qui s'appelle Artisans d'idées, qui est un programme qui a pour but de relier les acteurs de la ruralité, ceux qui sont chez InSite, mais aussi tous ceux qui font plein d'autres choses sur ces questions-là. Ils sont très nombreux. Donc, on a développé un programme qui permet de travailler à la fois sur des échanges de pratiques ou sur des initiatives, de les valoriser et de mettre en lien, soit à l'échelle nationale, des acteurs qui sont engagés, soit à l'échelle micro-locale, et de faire se rencontrer des maires, des jeunes, des gens qui agissent sur les questions de ruralité. Et c'est un réseau qui a aujourd'hui, on a quasiment 3000 personnes dans ce réseau. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, mais on trouvait intéressant que vous ayez bien le détail quand même de ce qu'on fait. Donc, on agit très localement dans des communes pendant 6 mois avec des jeunes et des équipes qui travaillent avec les communes pour faire émerger des projets. Et puis, à côté de ça, on essaye de capitaliser ça dans une communauté pour faire en sorte que ce qui est produit puisse permettre de développer plein d'autres choses. Merci Elodie. Moi, je suis un grand fan, j'adore ce que vous faites, mais on est là, comme on va un peu de manière bête et méchante passer les pistes l'une après les autres. On va commencer du coup par plutôt ce qui peut ne pas aller. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un éventuel effet de bord que vous avez identifié et puis comment vous tâchez d'intégrer cette réflexion globalement chez InSeed? Pour démarrer, un des premiers effets de bord, c'est la question des jeunes du territoire. On dit souvent chez InSeed, ces jeunes qui s'engagent, c'est des jeunes d'ici et d'ailleurs. On a majoritairement aujourd'hui des jeunes d'ailleurs, et la question des jeunes d'ici, c'est un vrai questionnement, tant par leur participation dans le programme que dans la question des projets. Et pour ça, on s'est dit que ça serait intéressant de regarder un peu cet élément-là, et notamment par potentiellement le biais d'un chiffre. Oui, parce qu'en fait, en creux, bonjour à tous et à toutes d'ailleurs, j'en profite quand même. Mais en creux, la question des jeunes, c'est vraiment, si on ramène des jeunes d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont là, en fait, ils en valent pas la peine? Et c'est le principal effet de bord qu'on a identifié. Et on a envie d'aller creuser un peu plus ce qu'il en est, et notamment la cifre dont parlait Élodie. Un Alors, le site, sujet un petit peu. si tout le monde est, pardon, est familier avec juste, pardon.
Oui, pardon. Une thèse qui va être à la fois reliée donc à un laboratoire de recherche et à la fois à une entreprise, mais en l'occurrence l'association INSEAD. Donc, en fait, l'idée de la thèse, c'est d'identifier, d'aller regarder l'intégration du projet dans les dynamiques propres des communes, en quoi ça redéfinit ou pas les dynamiques locales. Et donc, là, concrètement, en lien avec les effets de bord, c'est les intégrer dans la recherche en se demandant comment on peut veiller à avoir une proposition qui soit plus inclusive pour les jeunes du territoire et pour les habitants de manière plus générale. Je ne suis pas beaucoup plus longue parce que je vois qu'on a déjà bien exposé le timing, donc je te rends la parole, Cyril. Ok, merci. Je pense que ça serait hyper intéressant de faire un autre webinaire où vous nous raconterez comment on intègre dans un projet de recherche cette question des effets de bord, parce que je pense que c'est pas évident, c'est clé. Pour cette question de l'articulation entre palliatif et changement, notamment, comment vous, ces notions éventuellement vous ont servi, enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu autour de cette piste-là, éventuellement? Déjà, alors on les a découvertes dans le cadre d'un petit guide que tu avais écrit à l'époque. En fait, quand on a compris ces deux concepts, ça nous a permis de regarder autrement nos programmes. Déjà de se rendre compte que les deux solutions qu'on proposait, Elodie l'a évoqué, hein, il y a le volontariat rural d'un côté, la communauté artisan d'idées de l'autre côté. Les deux, en fait, ont les deux vertus, à la fois de palliatif et de changement, mais avec des proportions qui ne sont pas exactement les mêmes. Pour le volontariat rural, bon, c'est très schématique, hein, mais en gros, on pourrait dire que c'est 70% de palliatif et 30% de changement. Artisan d'idées, ce serait l'inverse. Donc, il se trouve que l'essentiel du temps et du budget dont on dispose, il est basé sur le volontariat rural. Et donc, on aurait cet enjeu d'aller investir davantage le volet communautaire artisan d'idées. Et pourquoi l'essentiel de notre temps est basé là-dessus, c'est que c'est l'action qui est visible et qui est donc elle est tangible, elle est plus facilement objectivable vis-à-vis des financeurs, mais dans les liens des indicateurs, et puis pour faire la preuve quelque part du concept et du projet. Donc là, il y a vraiment, dans le fait de distinguer palliatif et changement systémique, une volonté de passer d'une intuition, qui est celle qui a été à l'origine des programmes d'INSEAD, à vraiment une intention dans notre volonté de transformation. Donc c'est peut-être là où ça nous a été utile en premier lieu. Et du coup, de mieux cerner nos impacts, les différentes échelles à lesquelles ils se font. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure, du micro-local à une vision plus globale. Et les concepts qui nous ont aussi permis de faire infuser les notions auprès des équipes. Il y a des images d'un antivisé de la baignoire, lapin-renard, c'est devenu un peu des running gags en interne, mais c'est beaucoup plus, enfin voilà, on peut beaucoup plus les articuler que la systémie dans l'absolu, ça peut paraître un peu un gros mot. Et donc ça permet aussi de réfléchir et collectivement à ces questions-là et de prendre conscience que là où on met les efforts actuellement, et de là où on aurait envie de les mettre demain. Donc voilà, le volontariat rural avec cette notion de changement micro-local qui est essentielle, hein, qu'il ne faut pas négliger, mais on voit que pour créer des dynamiques territoriales qui nous dépassent, il faudrait mettre les efforts dans la création et au soutien d'écosystèmes territoriaux. Donc voilà, avec ces deux leviers qui ont été évoqués, mais sur lesquels on reviendra, d'un côté la communauté avec artisans d'idées, et de l'autre côté la dimension plaidoyer, mais sur laquelle Elo pourra revenir plus longuement. J'aimerais, on va prendre juste une ou deux minutes, mais je trouve que c'est un aspect hyper important de votre mode d'action. L'idée derrière l'articulation du palliatif et le changement, c'est qu'en fait, c'est une polarité, le palliatif et le changement. Et plus globalement, dans cette piste, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais il y a un enjeu d'articuler, essayer de comprendre entre quelles polarités on navigue, entre quels écueils il faut qu'on arrive à naviguer. Et notamment, je sais que vous avez identifié un enjeu de dire bah, comment est-ce qu'on est dans une logique de soutien sans créer de la dépendance. Donc là, il y a une vraie polarité, enfin, une ligne de crête à trouver. J'aimerais juste que vous partagiez en deux secondes qu'est-ce que vous avez mis en place. Je crois que c'est vraiment dès l'origine, en tout cas, que vous avez eu cette intuition, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour travailler là-dessus? Bah, dès le départ, ce qu'on s'était dit, c'est qu'entre l'équilibre palliatif-changement, c'était ce qu'on appelle, nous, une période de jachère. C'est une fois qu'on a travaillé en amont pour le projet, les jeunes s'engagent pendant 6 mois. On a une zone de jachère de 6 mois à 1 an dans lequel il n'y a pas de volontaires qui agissent et où les projets sont repris par le village. Ça permet à ce que les habitants ou des associations soient créées, que ça puisse se remobiliser, mais aussi éviter ce système-là où on enchaîne des promos de volontaires qui, eux, tiennent le projet et à un moment donné, quand eux s'en vont, le projet s'essouffle. Donc, ça faisait partie depuis le départ dans le test de se dire il faut que cette zone de jachère, elle existe parce qu'on est convaincu que ce que ça a produit, bah, soit ça ne sera pas repris, ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément un besoin, soit comment on accompagne le fait que ça soit mis en place. Donc, dans cette polarité entre palliatif et changement, c'est un des éléments qu'on a mis en œuvre
on le voit, on a même des communes qui reviennent 2 ans après parce que des choses ont évolué ou elles vont sur d'autres besoins. Et je pense que c'était pour nous une ligne de crête qui est souvent fine, mais qui, je pense, permet aujourd'hui de se dire il y aura peut-être de l'énergie à mettre sur comment on se focalise aussi pour que ce qui était produit pendant 6 mois puisse avoir une continuité dans le temps long. Là, ça se fait naturellement par une zone de pause. Mais c'est après comment on réinvestit cette zone de pause. Je pense qu'il y aura encore, nous, du travail de fond à faire là-dessus pour augmenter, en tout cas, la capacité de changement. Excellent. Merci. Mais je pense que ces questions de nuances dans la manière dont on apporte l'action ne sont pas toujours évidentes c'est un bon exemple de manière d'intégrer ces éventuelles limites qu'on peut avoir en créant des situations de dépendance, par exemple. Euh, Sur la troisième piste, peut-être, du coup, la question d'élargir le changement, je sais qu'à 2 reprises, on a bossé un peu autour d'une question qui était un peu une colle pour vous. Peut-être juste aussi, parce que parfois les questions ne marchent pas tout le temps pour tout le monde, elles ne sont pas forcément valables pour tout le monde, entre guillemets, mais la question, c'est celle de comment les parties peuvent résoudre le problème sans vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que cette réflexion a donné? En l'occurrence, a pu ne pas donner, mais qu'est-ce que vous en avez tiré derrière? Euh, Bah déjà des questionnements, donc c'est aussi toute la force de la rosace, c'est que ça ouvre des questions dans lesquelles on n'a pas de réponse et on va passer plein de temps avec les équipes ou nous à se dire bah, attends c'est bizarre quand même s'il n'y a rien de naturel à cette réponse-là. En fait dans les échanges c'était de se dire les parties prenantes elles ont chez nous en tout cas une action très micro-locale et on se rend compte que les dispositifs sont nécessaires tant ceux qu'on va mettre nous en place mais d'autres associations, d'autres structures, des collectivités ou les politiques publiques et qu'il y a cette nécessité-là à avoir ce socle-là pour que ça puisse se mettre en œuvre et que le changement puisse s'élargir. Ce qu'on voit et ce que nous on voit, c'est que à un moment donné, il fallait que nous on pose en tout cas notre énergie à une autre échelle. Parce qu'on sent bien que sans ces dispositifs-là, le changement ne peut pas se mettre en œuvre. C'est compliqué et les collectivités et les habitants ont besoin de ces dispositifs-là. Et quand ils manquent, parce qu'on voit bien qu'ils manquent, parce que la fuite des services publics, parce que moins de moyens et autres, on s'est dit, nous, notre capacité en tout cas, agir sur le système, c'est de travailler à une échelle nationale. Et on va essayer de travailler toujours entre le local et le national en plutôt développant la partie plaidoyer pour faire parler de ces territoires, faire parler de leurs besoins et essayer d'agir, en tout cas sur des politiques publiques plus globales, que ce soit avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur les crédits qui peuvent être donnés aux associations, sur faire remonter des besoins. Je prends un exemple très concret. La question des secrétaires de mairie, c'est un problème. Il y a des problèmes de recrutement, mais les élus ne peuvent pas être formés pour les remplacer, alors qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de secrétaire de mairie. Donc, il y a des petites choses et des petites carences comme ça, dans lesquelles nous, notre ambition, c'est aussi de travailler sur cette question-là du plaidoyer. Et pour ça, on s'est dit un plaidoyer. Alors nous, on est une super structure, mais on est tout petit dans une échelle. Et de se dire, dans un de nos ADN, c'est les questions de coopération. Donc comment on peut aujourd'hui porter un plaidoyer ruralité plus fort et avec d'autres. Donc, on est en train de travailler à la mise en œuvre d'une coalition rurale avec plusieurs structures qui auraient 2 vocations. Un, être porte-voix à un moment donné, faire parler, mais aussi parler de l'ultra-ruralité, qui est aussi une partie de la ruralité et qui est souvent sous les radars des politiques publiques. Et notre objectif, c'est d'avoir une vision plus fine. Et pour avoir une vision plus fine, on aimerait mettre des moyens en commun pour avoir une étude, pour étudier mieux la ruralité, ses habitants, et les faire parler pour, à un moment donné, bien recueillir leurs besoins, mais aussi voir la diversité des habitants des territoires ruraux, parce qu'elle est aussi diverse que les habitants de territoires urbains, et dans lequel on a plutôt des visions très caricaturales, et on a envie de sortir de cette vision très caricaturale, et que ça ne se construise pas dans une identité qui est... pas une identité urbaine, mais vraiment qu'on ait des marqueurs de qu'est-ce qu'est l'identité rurale aujourd'hui. Donc, cette coalition rurale, on est en train de la bosser avec 2 autres structures dans les prochains mois. Trop bien. Mais en fait, du coup, si je caricature un peu, derrière cette question, c'était les choses ne vont pas changer par elles-mêmes, soit s'il n'y a pas de nos dispositifs, soit s'il n'y a pas en tout cas certaines conditions nécessaires au niveau national et aussi dans la manière dont on perçoit la réalité pour permettre du changement, que le changement advienne au niveau local. Donc ça vous amène à amplifier une action j'ai l'impression, qui était déjà un peu existante, mais voilà, qui prend de la force avec cette collection. Donc, intéressant comme quoi, finalement, une question qui n'apporte pas de réponse peut apporter des voies de travail intéressantes. Sur la question de comment soutenir les parties prenantes et soigner les relations dans son écosystème, moi, j'aimerais bien revenir sur un point spécifique qui m'a toujours marqué, hein, que vous incarnez super bien, la convivialité. C'est dans votre mission, enfin, je ne sais pas dire si c'est dans la formation de votre mission, j'en sais rien, mais en fait, en tout cas, c'est dans votre ADN. D'où ça vient et pourquoi c'est essentiel pour vous? Je trouve que parler de convivialité, ça peut éclairer cette piste globalement. Pourquoi c'est essentiel pour vous?
C'est essentiel pour nous à plusieurs titres. Pour nous, la convivialité, c'est aussi une des identités des villages, des fêtes de village. Enfin, il y a quelque chose de la convivialité dans les communes rurales dans lesquelles on est, qui a un ADN déjà très fort. Et pour nous, la convivialité, elle signifie aussi la capacité à prendre soin des individus et des territoires. C'est aussi un angle qu'on a. On est convaincu que la convivialité, elle permet aussi d'aborder des sujets sensibles. Elle permet aussi de créer des liens et des relations qui sont durables. Et la convivialité, elle se transfère aussi. C'est pour ça qu'il y a un temps long où les jeunes vont habiter pendant 6 mois. Donc, c'est comment, au final, ce formel-informel, il arrive aussi à se mettre en œuvre parce qu'on est convaincu qu'il a un vrai pouvoir quand la relation est conduite et construite, à pouvoir faire ensemble ensuite. Et donc, on le fait à plein d'échelles avec nos partenaires financiers, avec les maires, avec les jeunes sur les territoires, avec les équipes, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Et c'est une attention qu'on a. Et aussi parce qu'on aime ça, parce qu'on aime être avec des gens et passer aussi des moments qui soient des moments aussi d'authenticité. Ça fait partie aussi d'un des marqueurs qu'on peut avoir. Ce qui est Peut-être juste Marie. intéressant, c'est que ça peut paraître un peu incongru dans un projet associatif de transformation sociale de parler de convivialité. En fait, on voit, et notamment quand on se chausse un peu ses lunettes et qu'on s'intéresse aux dynamiques de relations dans un écosystème, on voit qu'en fait, ça peut être un élément clé de la capacité de l'écosystème à se transformer, de faire évoluer les choses. Donc, ouais, j'aime beaucoup, merci. Euh, Sur la question de la résilience et de la vitalité, en fait, j'ai l'impression que par définition, presque dans votre objet social, il y a quelque chose de l'ordre du renforcement des territoires et de leur vivification. Donc, c'est comme si la résilience était vraiment dans votre ADN. Moi, j'ai plus largement, d'ailleurs, globalement, l'impression que les projets territoriaux, souvent, on chausse assez facilement ces lunettes. Euh, c'est quoi, du coup, vos enjeux et vos plans d'action pour avancer là-dessus sur ces enjeux de résilience et de vitalité? Ouais, effectivement, enfin, ça relève en tout cas très clairement des impacts qu'on recherche, puisque dans les trois impacts transversaux qu'on recherche, il y a évidemment la dimension pouvoir d'agir des jeunes, mais ensuite, si on fait la focale plutôt sur la question des territoires ruraux, il y a l'idée de les rendre plus résilients et désirables, donc on est très clairement dans l'axe de la rosace dont tu parles, et de développer des coopérations entre les acteurs et les actrices des territoires. Donc il y a toute une dimension sur le changement des représentations qui est vraiment clé dans le projet d'INSIT et de la désirabilité du récit d'une ruralité qui soit positive. Et du coup, on revient là encore une fois sur le programme, ou en tout cas de communauté. Si on veut articuler cette notion de palliatif et de changement, il y a un gros travail à faire au niveau de l'animation de la communauté. On le fait déjà à travers les cercles de gouvernance avec nos parties prenantes, que ce soit des cercles jeunes, les cercles élus, les cercles partenaires, qui sont aux côtés du projet et associés au projet, et à travers, par exemple, les cafés de campagne, qui sont des événements mensuels qu'on organise sur des thématiques qui dépassent très, très largement l'objet clair d'INSIT. On a fait des cafés de campagne sur les questions de migration, sur les questions de culture, de transition écologique. Là, demain, on en aura un sur les questions de mobilité et de jeunesse, et les notions de fracture rurale. Donc, on voit bien qu'il y a cette intention de mettre autour de la table d'autres acteurs et sur d'autres thématiques, et que ça crée des liens et sur des sujets qui sortent du cœur de métier d'INSIT. Ok, merci. Et là, si tu veux. Ah, Et on Mon micro, pardon. Sur la question d'investir sur la vitalité, c'est de dire, on voit bien la communauté, mais il y a aussi la nécessité, on est dans cette phase-là aujourd'hui, de comment on entretient cette vitalité. Ça nécessite aussi des moyens, de comment on trouve du temps, des parties prenantes qui génèrent aussi cette vitalité. Pour nous, ça s'entretient par de la régularité, enfin, par des points de contact réguliers, tant à l'échelle locale que nationale, mais globale du système. Et puis aujourd'hui, comment on élargit aussi les parties prenantes de notre réseau de manière à faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls contributeurs. Enfin, moi, je ne crois pas à ce que ce soit INSIT qui doit être moteur de cette vitalité-là, mais c'est comment aujourd'hui on met les moyens pour être facilitateur, pour à un moment donné permettre, créer les meilleures conditions pour que l'ensemble des parties prenantes soient contributeurs de cette vitalité. Et ça nécessite du temps de réflexion qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, mais qui font partie des enjeux. Et pour moi, la rosace, ça nous a aussi permis de poser des mots sur des éléments qu'on avait envie de mettre en œuvre. Moi, je ne parlais pas de vitalité. J'avais cherché la définition il y a 15 jours, 3 semaines, de me dire, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? Et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'est-ce que signifient ces mots-là et comment on les réintègre, nous, dans des réflexions de quels sont les bons ingrédients aujourd'hui pour créer de la vitalité.
J'ai trouvé plein de choses géniales. Je vous invite à regarder, c'est très intéressant, même pour soi. Mais voilà, je me dis aujourd'hui, c'est aussi une manière de ne pas se dire on veut animer la communauté. Enfin, je pense qu'on doit sortir de ça. Et en tout cas, ça nous a fait faire un pas de côté pour repenser, en tout cas, une manière de mobiliser nos parties prenantes comme eux-mêmes les premiers acteurs de la vitalité de la communauté. Je fais un lien avec quelque chose, je crois que c'est toi, Marélie, qui disait ça tout à l'heure. C'est intéressant parce que là, ce que vous racontez quand même, on voit à quel point ces notions, notamment de travail sur la convivialité, sur des questions de résilience et de vitalité, sont essentielles si on veut transformer les choses. Et tu disais tout à l'heure, Marélie, que en fait, tu disais une grosse partie de notre travail, c'est le volontariat rural parce que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est tangible, c'est ce qui est plus facilement objectivable, notamment vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis de notre capacité à avoir des indicateurs, etc. Là, en fait, on voit que ça met quand même en valeur des ingrédients qui sont quand même pas faciles à aller défendre, à justifier, à financer aussi peut-être, à porter. Et je trouve ça important parce que ça peut-être se mérite en tout cas de rendre un peu plus justifiable, intéressant ce genre de démarches qui sont clés en fait. Euh, pour finir, donc là, on a évoqué rapidement ces cinq pistes et la manière dont vous aviez pu éventuellement vous en emparer. Ce que je trouverais chouette, c'est que vous puissiez peut-être retracer le fil un peu de la stratégie, parce que cette dynamique un peu systémique, sans prétendre à nouveau que la rosace est à l'origine de tout ça, c'est pas du tout le cas en plus. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est pas, il y avait une site avant, il y a eu la rosace, et maintenant il y a un projet euh, thermonucléaire. C'est quand même d'essayer de retracer un peu quels sont les grands pôles de cette stratégie plus systémique encore qu'avant qui se dessine. Je serais curieux de vous laisser retracer ce fil-là, s'il vous plaît. En gros, pour nous, la rosace, elle nous a permis concrètement quand même de construire ce fil-là qui est cette compréhension de comment notre action, elle a une incidence sur des questions de changement. Je pense que c'était vraiment une notion qu'on n'avait pas. On était plutôt tourné vers l'impact, l'évaluation et autres, et de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on va investir pour regarder différemment le projet ou le construire différemment qui va nous permettre d'agir à une autre échelle que juste la nôtre. Et je trouve que la question fondamentale qui était posée au départ, c'est comment feront les gens quand on n'est plus là? Enfin, je trouve que c'est une vraie question. Et ça nous a permis d'aller là-dessus. Et sur le fil, pour nous, il y a trois éléments, trois grands chantiers qui sont sortis. La question de la thèse, on en a parlé tout à l'heure, sur comment on se regarde, comment on réajuste notre place, comment on se confronte à nos effets de bord et comment on travaille aussi de l'intérieur pour améliorer ce qu'on va produire vers l'extérieur. Ça, c'est le premier fil. Le second, c'est la question de la coalition et du plaidoyer. À un moment donné, on se rend compte que agir mieux par thèse et mieux comprendre ce qu'on fait, c'est très important. Par contre, on a besoin d'influencer, on a besoin de faire bouger d'autres lignes qui ne sont pas forcément des lignes actives sur les territoires. Donc vraiment la question de la coalition et de agir à un plus haut niveau et à plusieurs, ça nous semble être un vrai sujet essentiel pour nous dans les grands chantiers qui arrivent. Et puis le dernier sujet, on en a beaucoup parlé, même si c'est la partie la moins visible, c'est la question de la communauté, notamment sur comment nos modes d'action, la manière dont on met des ingrédients à l'intérieur, elle est plus écosystémique. Comment aujourd'hui, on est convaincu que quand on organise une journée artisan d'idées à l'échelle locale, bah, les ingrédients qu'on va y mettre vont permettre qu'en dehors de cette journée, ça continue sans nous. Et donc, l'idée, c'est de réinvestir en tout cas de l'énergie, du temps, de l'argent, aller chercher aussi de l'argent parce que on est convaincu que c'est dans ces espaces-là que le lien entre l'action et la mise en dynamique fera en tout cas bouger quelques lignes, tant nationalement que localement. Et ces deux échelles sont pour nous, en tout cas, deux outils et deux échelles de travail qui sont en permanence connectés. Extra, merci. On va passer maintenant aux questions du public. Effectivement, juste Ouais. dernier point. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ça souligne cette dynamique un peu entre, notamment avec la thèse, entre ajuster sa place et en fait les liens voilà, entre sa juste place et la complexité du problème. Et je trouve qu'en tout cas, ces trois pôles, l'enjeu de recherche-action, la thèse, la coalition plaidoyer et la communauté, montrent un peu la dialectique qui se crée entre aller plus explorer, mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire, et puis aussi à différentes échelles locales et nationales, et réajuster sa place. Donc merci pour ce témoignage. J'adore. Je vais prendre les questions, si c'est possible. Bon, vous nous avez rendu la tâche peut-être relativement facile. Il y en a qui sont clairement pour toi, Cyril, on les prendra à la fin si on a le temps. Et il y en a qui sont plus pour Marélie et Elodie. Alors d'abord, deux petites questions qui sont vraiment des questions de précision. Euh, c'est quoi l'ultra-ruralité? Et l'autre, c'est vos volontaires, qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils viennent forcément de milieux urbains? Alors, ultra-ruralité ou hyper-ruralité, pour nous, c'est les communes de moins de 1500 habitants.
qui sont souvent des communes hors radar et qui ont en tout cas des dynamiques locales extrêmement différentes. Donc, on les classifie comme ça. Il n'y a pas de classification INSEE à l'ultra-ruralité. Tout le bon géographe vous dira c'est un cadre que nous, on a donné parce qu'on trouve que c'est des échelles dans lesquelles on le voit, les dynamiques locales, les moyens aussi des communes sont extrêmement différents de bourg ou centre-bourg dès qu'on passe ce seuil-là. Avec un éloignement important des pôles urbains, qui est aussi une autre caractéristique importante de ce qu'on qualifie effectivement de travail. Et vos volontaires, d'ailleurs, sont-ils tous des urbains ou viennent-ils de partout d'ailleurs? On a 25% de nos volontaires qui viennent de villages de moins de 2000 habitants, donc on peut qualifier de ruraux, et 11% qui viennent de villages, enfin, de petites villes de moins de 5000 habitants. On n'a pas du coup la classification selon les critères INSEE de ce qui qualifie le rural et l'urbain, mais ça donne quand même à voir et à comprendre qu'on est sur des profils qui sont principalement urbains, mais en fait pas du tout exclusivement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces volontaires-là qui viennent de milieu rural, c'est pas les derniers à changer de regard sur la ruralité en étant impliqués sur des projets de ce type-là. Donc, Très bien. Question, en fait, là, il y en a deux qui arrivent, qui convergent un petit peu autour du même point. C'est comment vous travaillez avec d'autres réseaux de soutien aux communes, avec d'autres acteurs comme Amo Léger, Fréquence Commune ou tout autre collectif qui, d'une certaine manière, s'attaque au même problème. Alors, sur les structures type Amo Léger et autres, bon, on se connaît bien parce qu'on est dans plein de dynamiques communes ensemble. L'idée, c'est d'arriver à trouver les points de connexion. C'est souvent, en tout cas, des cartographies de millefeuilles territoriaux pour être au même endroit au même moment. Donc, c'est en tout cas des coopérations qui se mettent en œuvre quand on arrive à avoir sur des terrains d'action. Après, sinon, on se rencontre très régulièrement pour savoir ce que chacun fait et pour faire le lien et le lien. Enfin, je pense qu'il y a il y a une vraie coopération, en tout cas, entre les acteurs de la ruralité. Et puis, les questions de coalition, elles se construiront aussi avec ces structures-là. C'est nécessaire, enfin, comme les réseaux d'associations des maires ruraux et autres, ils s'asserrent bien évidemment et sur les questions de prospection et sur les questions de complémentarité. Nous, on a un champ d'action qui est extrêmement réduit. Et l'idée, c'est comment on contribue. On parlait de café de campagne tout à l'heure. Amo Léger sont venus présenter ce qu'ils faisaient. Enfin, l'idée, c'est aussi d'avoir des synergies positives entre nous, bien évidemment. Très bien. Rien à rajouter là-dessus, Marélie? on pourrait toujours rajouter, Oui. mais quand je vois qu'il est 9h57, je me dis Oui. qu'il est peut-être temps de laisser la place aux autres questions. Une question que je vais probablement paraphraser et qui est vraiment au cœur de l'initiative Racine, c'est les modes de financement, dans la mesure où pas mal de choses que vous avez exposées aujourd'hui cochent pas forcément les cases du financement classique. Comment est-ce que vous contournez le problème? Est-ce que vous allez essayer de rentrer dans les cases en faisant semblant de faire d'autres choses qui correspondent à ce que veulent les financeurs? Ou est-ce que vous arrivez à trouver des manières, je dirais, un peu plus transparentes? Euh, on a travaillé aussi sur la construction du projet qui est aujourd'hui autour de trois piliers, les questions de jeunesse et de ruralité, on le voit très bien. C'est le programmatique de ce qu'on fait, qui est quelque chose qui est très visible sur les financeurs. Et puis un troisième pilier qui est celui de la coopération et de la gouvernance, qui est un vrai pilier chez nous et qui incarne aussi ces questions-là. Et c'est aussi ça qu'on travaille avec les financeurs publics, mais majoritairement plutôt avec les acteurs du monde privé et la philanthropie sur comment on parle de ces questions de coopération et de gouvernance et comment elles viennent irriguer l'action. Donc, on arrive à trouver de l'écoute là-dessus. Aujourd'hui, elle est faible pour être dans cette transparence-là forte d'aujourd'hui, comment on vient financer cette question-là du changement, de la contribution à avoir des modes de faire différents. Mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est des vrais sujets aussi avec nos partenaires bien sûr, on comprend l'action, mais on se rend compte que tout ce qu'on met en œuvre sur la place des parties prenantes, les modalités de gouvernance, sur comment aujourd'hui les questions de coopération, questions de plaidoyer, elles sont centrales, comment aujourd'hui c'est nécessaire de le financer. Ça fait très longtemps chez INSIT qu'un des premiers postes qu'on a eu, c'est un poste qui s'appelle Mesures d'impact, coopération et gouvernance, qui est le poste de Marélie. On a réussi à faire financer dès le départ. Je pense que quand on arrive à avoir ces premières accroches,
des livrables, mais aussi des résultats. Ça permettra demain aussi d'avoir des vrais financements dédiés. On en a un peu, mais on essaye de ne pas mentir. Par contre, on le met dans l'ensemble des dossiers de financement, même quand on y va sur de l'action, du volontariat rural, de toujours mettre cette brique-là, parce que c'est une brique qui est essentielle pour nous et indissociable, et qui a aussi un travail de pédagogie, je pense, et de plaidoyer, d'en parler tout le temps, toujours. Quand on parle de nos métiers, architecte d'organisation, qui est aussi ce que fait Marélie, bah, c'est le temps qu'on passe à construire des organisations qui font bouger des choses. Alors, elles sont un peu différentes. Parfois, on nous prend pour des ovnis, mais je crois que c'est aussi continuer d'en parler, continuer de s'en parler et qu'on soit de plus en plus. Et il y en a déjà beaucoup, beaucoup qui font déjà plein de choses sur ces questions-là. Donc, 1 plus 1 plus 1 fait que demain, on aura des financements sur la question du changement systémique et on sera hyper has-been. Eh bien, là, je vous remercie de faire passer à votre niveau le message et d'évangéliser, c'est pas le bon mot, mais par la base. En tout cas, merci. Maintenant, deux petites questions, enfin, ce sont des grandes questions d'ailleurs, pour toi, Cyril, et on finira là-dessus. Une, juste clarifier quelle est la différence entre impact positif, impact négatif et les effets de bord. Ouais, ok, très rapide. Bah, en fait, les effets de bord, par définition, enfin en tout cas moi tel que je les conçois, sont indésirables, donc négatifs. Les effets de bord, c'est une notion qui vient plutôt de l'informatique, si je ne me trompe pas, qui est en gros, quand on conçoit, quand on développe un logiciel, il va y avoir des effets aux marges du système qui n'étaient pas prévus et ça met le bazar en gros. C'est un peu ça. L'idée d'effet de bord est négatif. On peut la rapprocher peut-être des logiques d'externalité négative en économie, à savoir bah, des effets indirects qui ne sont pas souhaitables, avec, moi j'ajoute juste cette notion de se dire, c'est souvent des trucs qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à cerner, qui sont souvent assez peu attribuables, parce qu'il y a des espèces d'enchaînement de mécanismes qui font que, bon, bah, en fait, on ne voit pas que malgré nous, on nourrit une croyance délétère, et pourtant cette croyance bloque un peu une partie du système, par exemple. C'est simplement ça. Et, et l'autre, juste un petit rappel de ce qui des bases de ta recherche. Sur quoi tu t'es basé pour arriver à... je pense pas que ce sont des saint Thomas qui posent la question, mais, mais juste, voilà, est-ce que tu t'es inspiré notamment d'autres ouvrages ou... Oui, alors moi, je passe un tiers de mon temps à enfin en tout cas, c'est une volonté, j'y arrive pas toujours, mais à soit lire, soit faire passer de l'entretien, à la fois des acteurs du secteur d'intérêt général, et puis aussi des experts, des chercheurs dans pas mal de disciplines différentes. Je me suis beaucoup intéressé en fait à la fois à la théorie des systèmes pour aller comprendre ce que ça voulait dire, globalement ce qu'on peut parfois appeler les sciences de la complexité, à toute la pensée complexe, et puis derrière à la manière dont notamment la systémique a infusé dans pas mal de disciplines différentes de la socio à la psychologie, en passant par la biologie, etc. Et d'essayer d'aller voir dans quelle mesure, dans ces disciplines, il y a peut-être des concepts, des grilles d'analyse, des modes de réflexion, des choses qui ont été développées en gros, depuis l'après-guerre, on a un peu mieux formalisé ce qu'on comprend des systèmes et de la systémique. En gros, je fais très très simple. Et ça a quand même contribué à transformer pas mal de disciplines assez profondément. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait pas, on connaîtrait pas les progrès qu'on connaît en intelligence artificielle, en neurosciences, etc., sans cette compréhension qu'on a des systèmes. Et en fait, du coup, moi, je vais aller piocher notamment dans différentes disciplines pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement euh, euh, adapter, transformer. Et après, je vais le tester sur le terrain. Le but, c'est pas de vous envoyer dans l'espace avec des grands concepts. C'est facile de briller avec des concepts de systémique et de donner l'impression que c'est extraordinaire. Le but, c'est d'aller sur le terrain et de voir est-ce que oui ou non, c'est opérant. Est-ce que oui ou non, quand on est dans le quotidien de la gestion associative, avec toutes les contraintes qu'on a, avec toutes les injonctions dans tous les sens, est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer et de faire des choses mieux en prenant soin en même temps de nous-mêmes et des autres. C'est pas rajouter de l'injonction en plus, c'est pas non plus dire faut tout arrêter, on fait n'importe quoi, faut prendre 3 ans pour réfléchir, c'est comment on intègre ça au quotidien dans une logique un peu de gestion associative. Donc je piochais à droite à gauche, je vais aussi piocher dans des bouquins que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'il faut qu'on le traduise en français. C'est un bouquin de Peter Stroh qui s'appelle System Thinking for Social Change. Je vais chercher des méthodologies notamment à l'étranger parce que je trouve on en manque un peu, à part peut-être dans l'EducPop et dans le monde des ONG, il y a quand même des choses qui existent. Mais voilà, je vais essayer d'attraper des bouts de concepts, de green analyse, de pratique, et je vois un peu si c'est opérant ou pas, si ça m'a l'air opérant ou pas pour les acteurs de l'intérêt général. Voilà. Super. Mais écoute, on va arrêter cette session de questions-réponses à ce point-là. Alors, un immense merci, Marélie et Elodie. Je sais que vous avez un autre événement sur lequel vous devez courir. Ça donne vraiment envie d'aller vous voir là où vous êtes ou surtout de vous faire venir. Enfin, je suis dans un village de 1000 habitants. Donc, À donc demain alors.
On Voilà. arrive Et plutôt à dans l'heure ce de l'apéro, par contre. Voilà. Alors, merci, merci beaucoup. On va vous libérer. Pour cette deuxième partie de webinaire, on va voir comment la Rosace peut aussi s'appliquer à des organisations philanthropiques. Donc, un grand plaisir d'être avec Bénédicte Fossard de la Fondation de France. Cyril, je te laisse avoir cet entretien, interview croisée avec Bénédicte. Merci Jean-Baptiste, merci Marélie et Elodie pour ce témoignage en toute honnêteté et transparence. Bénédicte, peut-être, avant de faire un mini propos introductif qui est beaucoup plus court que tout à l'heure, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots, s'il te plaît? Merci Cyril, heureuse d'être là avec vous. Je travaille auprès des équipes qui sont en charge des programmes d'action à la Fondation de France. Donc en gros, c'est toutes les équipes qui euh, travaillent aux côtés des associations, des acteurs sur le terrain, sur les différents enjeux qu'on accompagne. Et on fait du soutien à la fois financier, mais surtout, notre cœur nous porte à accompagner la trajectoire de ces acteurs de terrain, de ces assos. Extra, merci. En 2 mots, j'introduis le cadre de cet échange, parce que, à nouveau, il faut être très, on ne va pas frauder sur la marchandise. La rosace, ça n'a pas été posé, ça a été pensé quand même en premier lieu pour des assos, en tout cas moi, dans la manière dont je l'ai conçu. Et sur votre proposition, on s'est dit, allez, tentons de voir un peu ce que ça peut donner, ces pistes de travail pour une fondation. Donc, c'était très expérimental. On ne va pas prétendre que c'est parfaitement adapté, on ne va pas prétendre que, pareil, c'est pas la révolution, c'est pas le grand soir. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Fondation, association, bon, on est des acteurs qui poursuivent l'intérêt général, puis on a plus de choses en commun que de différences. Donc on a fait un petit temps de travail, on a une demi-journée ensemble, et puis en fait on a aussi des échanges long cours. Ça nous a permis de vos propres dires en fait d'aborder quand même des questions qui finalement sont trop rarement abordées autour des objectifs, autour des rôles, autour des pratiques de la Fondation de France pour développer la philanthropie en France. Donc voilà, le but des 20 dernières minutes qu'on a ensemble, comprenant quelques questions-réponses, c'est d'esquisser, de donner à voir un peu l'intérêt que peut avoir cette dynamique de travail pour une fondation, même si ce n'est pas voilà, 100% adapté. Donc peut-être, on ne va pas refaire pour le coup toute la rosace, je pense que sinon on perdra tout le monde, mais peut-être, je sais que quand on préparait ça, tu me disais qu'une des pistes que tu trouvais intéressante, c'est d'aller bosser ces effets de bord en tant que mécène, en tant que fondation. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oui, l'outil, il a été conçu pour les assos, mais si on regarde l'écosystème dans lequel on se situe, qui est celui de l'intérêt général, comme on prend soin des relations, ça veut dire qu'il faut aussi regarder voilà, notre responsabilité, notre impact en tant que philanthrope, en tant que acteur de la philanthropie. Les effets de bord, c'est intéressant de se dire en quoi notre action, elle peut gêner ce qu'on souhaite soutenir en se posant cette question simple. Alors, je vais prendre un exemple pour peut-être illustrer. Euh, Ces dernières années, la Fondation, elle est passée d'un système, si je caricature, hein, parce que c'était plus subtil que ça, mais euh, un système qui était majoritairement des appels à projets avec des critères très définis où on rentrait ou pas dans le système, souvent annuels, avec des bilans annuels. Donc, on a bien pris la mesure du poids que ça a représenté pour les associations de répondre tous les ans à ces appels à projets qui n'étaient pas forcément très souples. Donc, on a fait le travail de faire évoluer nos approches et nos modes d'identification en allant vers les associations en allant dans une rencontre où il n'y a pas forcément d'appel à projet et on va progressivement faire connaissance. Prendre le temps, aller étape par étape. Euh, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire parce que ça allège, ça met de la souplesse, ça permet d'identifier des projets qui ne sont pas forcément déjà, qui n'ont pas besoin forcément de se contorsionner pour rentrer dans nos critères d'appel à projet. Mais l'effet de bord, si on le regarde, c'est que si on ne faisait que ça, on serait moins démocratique et moins accessible pour l'ensemble des projets, des structures, selon leur taille, leur historique, leur emplacement. Donc, ne plus faire d'appel à projet, ce serait un effet de bord pas forcément positif. Donc, on est en train de réfléchir à un peu une nouvelle version des appels à projets. Alors, on tâtonne, peut-être qu'on se plantera encore, mais on va essayer de progresser avec les intéressés sur le fait d'alléger aussi nos formats et d'avoir des appels à projets qui prennent plus soin des associations et qui
s'allège un peu, s'adapte, ouvre le champ des possibles. Merci. C'est intéressant parce que juste, j'insiste sur un point, c'est que ça montre en fait qu'il y a toujours. Moi, on passe beaucoup de temps à me demander, notamment, tiens, est-ce que tel assaut, est-ce que ça marche ou pas? On a souvent des visions très binaires en fait. En fait, toute action qu'on mène, mais même en tant que philanthrope, le choix de la manière de sélectionner et d'accompagner les projets ou les financer, ben, c'est forcément, il y a de l'ambiguïté, il y a de la dualité, il y a forcément des choses positives, mais il y aura toujours des influences qui sont un peu moins souhaitables. Et du coup, aller s'y confronter aussi dans des choix de modalités d'action, même dans les choix de modalités de sélection c'est pas anodin et ça permet de se mettre en chemin. Euh, Tu m'as également, pendant qu'on préparait ça, tu m'as également évoqué le fait que la piste, notamment de nourrir la résilience et la vitalité des écosystèmes, elle t'avait semblé pertinente, intéressante pour vous. Tu peux m'en dire un petit peu plus aussi, s'il te plaît. Si on est dans une logique de mesure des indicateurs ou des impacts, on peut être plus confortable en tant que fondation à avoir des structures qui ont le même type d'impact, très mesurables, qui se ressemblent, qui ont un peu les mêmes tailles ou les mêmes moments historiques, mais ça uniformise en fait. Et puis, pour donner un petit exemple, il y a eu quand même un effet de fond sur le changement d'échelle. Il y a eu une période où le changement d'échelle, c'était un peu l'alpha et l'oméga des financements, publics comme privés. Bon, euh, si on parle écosystème et si on essaye de penser de façon systémique, ce qu'on doit nourrir, c'est la diversité, euh, c'est euh, c'est la complémentarité. Donc, comment est-ce qu'on va avoir un regard porté sur cet écosystème selon les sujets qui sont abordés, les enjeux qui sont soutenus et traités, et donc regarder s'il y a vitalité ou pas. Donc forcément, ça nous donne envie déjà en tant que financeur, de ne pas nourrir la concurrence. Alors oui, il y a des sélections et il y a du financement. Il ne faut pas non plus être complètement naïf ou hypocrite. Il peut y avoir cet effet-là, mais comment est-ce qu'on nourrit aussi l'effet d'entraide euh, et par exemple sur le fait d'avoir envie de soutenir davantage le collectif, les coopérations. Ça commence par nous, puisque nous, on essaye de faire collectif avec d'autres fondations et donc de vivre aussi toute la difficulté de faire ensemble. Et puis, c'est aussi avoir une attention à ces coopérations pour pas les forcer, pour pas les faire de façon superficielle ou imposée, de savoir que c'est pas simple, puisqu'on essaye, nous, de mettre autour de la table, quand on décide des projets, les premiers concernés, les associations, les fondations, les experts, les professionnels du secteur. Et donc, c'est des voies différentes et c'est pas forcément évident. Et donc aussi de ne pas négliger ce qu'il y a autour de la coopération, c'est-à-dire ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, tenir compte du fait que ça se finance aussi ça et ça s'accompagne. Excellent, merci. J'imagine que ça ouvre la voie à peut-être des choses qui sont pas toujours formulées, mais par exemple, là, de se dire, c'est quoi pour nous un écosystème, un écosystème associatif, un écosystème de l'intérêt général qui nous semble vital, divers, résilient, et je trouve ça intéressant. Souvent, moi, je le constate, en tout cas, dans le travail côté asso, et j'imagine que ça résonne côté fondation, de se dire, aller expliciter ce genre de choses, aller creuser un peu, et Elodie l'évoquait tout à l'heure, aller creuser ce qu'il y a derrière des mots aussi, parfois, ça permet de révéler des choses assez intéressantes qui derrière vont permettre d'avoir un travail réflexif sur nos propres pratiques en fait. Euh, Moi, j'ai beaucoup été marqué à un moment de la discussion qu'on avait cette fameuse matinée sur voilà, une réflexion qui a été menée collectivement sur voilà, des limites à ne pas franchir dans la mission même de la Fondation. Donc, votre juste place, notamment vis-à-vis de la puissance publique. C'était intéressant de voir que ce truc est sorti de manière assez intéressante. Tu peux nous en dire aussi un peu plus, s'il te plaît, là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Dans cette question d'intérêt général, ne pas voir la place de l'État ou des collectivités territoriales ou toute l'expression de l'État, ce serait être aveugle toutes les relations qui existent. Et puis, la Fondation de France, elle a été créée à en suivant aussi une volonté de l'État de développer la philanthropie en France. Donc, on a des liens de partenariat qui sont installés depuis longtemps. Euh, Évidemment, il y a une question d'indépendance dans nos financements, mais le, le- la, la ligne de crête, c'est trouver la juste place, en fait, avec l'État, à la fois de ne pas être dans le seul prolongement de l'action publique et d'être à un endroit à côté, en complémentarité. Notamment, on évoquait précédemment durant la discussion la difficulté de financer le fonctionnement des associations
euh, et versus le financement des projets, ben, c'est des endroits où peuvent se positionner les fondations. L'idée, c'est pas non plus de détricoter en fait l'action de l'État, donc c'est trouver la juste place sans se substituer à lui, pouvoir dialoguer. Un exemple qui est assez intéressant, c'est dans les territoires, par exemple, à une échelle plus locale. C'est sûr que la dynamique, elle se construit avec les collectivités territoriales, avec ces divers échelons. Et donc, on peut aussi, par la façon dont on soutient telle ou telle structure ou de telle ou telle manière, inspirer aussi euh, les pouvoirs publics. Et il peut y avoir un effet aussi de passage de relais dans, dans ce que tu évoques sur la rosace. Il y a quelque chose de est-ce que le système peut aller bien sans moi? Bah, s'effacer parce que telle ou telle façon de faire, elle devient publique et elle est élargie à toute l'échelle. C'est une c'est une belle finalité dans l'accompagnement. Mm. C'est hyper intéressant parce que je trouve pareil, je n'ai pas du tout développé ça tout à l'heure dans la piste 2, mais la question de la nuance, en fait, tu abordes là la question de la nuance, à savoir, tu parlais de ligne de crête, on est dans une ligne de crête entre pas être dans une logique purement de subsidiarité, on finance ce que l'État n'arrive plus à financer, puis pas être dans une logique de concurrence, de montrer que peut-être le privé fait mieux, ou de je ne sais quoi, de ringardisation, de je ne sais quoi, de vraiment de concurrence. Donc on est dans une nuance, et l'enjeu, en fait, la difficulté, c'est que la manière dont on formule nos missions en tant qu'organisation d'intérêt général, ne comporte pas en général cette nuance. C'est des formulations univoques, entre guillemets. Si je ne me trompe pas, la mission de la Fondation de France, c'est de développer la philanthropie. Mais du coup, on ne dit pas de développer la philanthropie, mais pas non plus au point où ça commencerait à... On ne peut pas vraiment se permettre de formuler nos objets sociaux, nos missions comme ça, mais pourtant, il faut réussir, du coup, à un moment ou à un autre, à intégrer un peu ces nuances et les écueils dans lesquels pas tomber. Donc, Ouais. merci pour cette vraie honnêteté. C'est chouette de nous partager un peu de ces écueils et ces risques. Moi, j'ai peut-être du coup une dernière question avant de prendre les questions de la salle, enfin de l'audience. Quels sont, d'après toi, du coup, un peu les usages concrets et potentiellement récurrents que tu envisages de la rosace, qui sont d'ailleurs, intéressant, c'est pas forcément des usages que moi j'avais anticipé, mais voilà, comment toi tu te verrais, comment tu verrais la rosace être potentiellement utile à terme? Bah, on se dit que on a plusieurs éléments dans notre palette d'accompagnement et puis d'évaluation. D'abord, voilà, on se pose des questions et on est dans une logique d'expérimentation, nous aussi, dans cette volonté de faire évoluer le soutien qu'on peut apporter. Et donc, ça peut être une boussole, en fait, un endroit où on se pose ces questions-là régulièrement pour voir comment on se positionne, est-ce qu'on n'est pas dans des effets de bord, justement. Et puis, les réalités du monde, elles évoluent beaucoup. On est dans des sociétés qui sont en transformation continue. Donc, les, les, sur le terrain, les associations, les structures engagées, elles aussi, elles évoluent. Donc, ne pas bouger et ne pas se poser la question régulièrement, ce serait, euh, ce serait un risque de ne pas être à l'endroit où il y a besoin de ce soutien en complémentarité des autres soutiens, comme on le disait précédemment. Donc, et puis, on est aussi dans cette logique expérimentale où on teste, on se plante. Donc, assumer ça, enfin, se dire qu'on est dans le même bateau et utiliser la boussole avec ces questions-là. Donc, ça a été proposé aux équipes. On va tester. On va voir comment ça parle à chacun et on fera des retours. Trop bien, merci. J'ai été marqué par exemple du fait que vous évoquiez effectivement cette notion de ça peut avoir une sorte de vertu évaluative, pas dans le sens sanctionner la réussite ou pas de nouvelles manières de faire, mais se dire bon bah qu'est-ce que en tout cas cette transformation en cours, comment on fait des points de bilan, moi typiquement j'avais jamais imaginé la rosace sous cet angle-là. En fait, c'est intéressant de voir les usages qui peuvent en sortir, qui sont pas prévus, et c'est ça qui est chouette. On a hâte d'avoir vos retours à la fois de ce que ça a pu apporter et puis des limites qu'est-ce que ça a. Ça serait l'objet d'un webinaire dans 2 ans, j'en sais rien. Jean-Baptiste, je te passe Oui, le... oui, merci Cyril et merci Bénédicte. Enfin, enfin, tu parles, enfin, le mot juste place revient et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se pose énormément comme question. En tout cas, Entreprendre et plus, c'est quoi notre juste place? Pas seulement avec nos associations, celles qu'on accompagne, mais dans l'écosystème. Donc c'est essentiel et vraiment, j'ai l'impression que cette rosace nous a permis de générer une conversation qui, je suis persuadé que c'était pas
totalement structuré, te connaissant, Cyril, euh, mais à la fin, ça génère justement parfois des résultats qu'on n'attend pas dès le départ. Et c'est ça qui est fantastique. Deux, il y a eu enfin, d'abord une demande de partager le PowerPoint. Je suis sûr qu'Amélia, qui fait un travail remarquable qu'on ne voit pas et qui est derrière à faire que tout marche, s'assurera que le PowerPoint est disponible soit dans le chat, soit d'une autre manière. Et il y avait une question que je vais certainement encore une fois paraphraser de Stéphane Vincent sur les appels à projets. Appels à projets qui est vraiment encore une fois un sujet qui, dans l'univers des organisations philanthropiques est un sujet énorme. Euh, demande un petit peu aussi, oui, s'il y a des manières, des réflexions pour coordonner un petit peu mieux aussi les appels à projets. On a des associations qui sont noyées dans les appels à projets, que celles-ci soient des appels à projets d'organismes comme les nôtres ou même les pouvoirs publics avec leur propre forme. Est-ce qu'il y a voilà, des manières de les aider à naviguer à travers tout ça et certainement, j'imagine, à perdre moins de temps? Alors, je ne sais pas si je répondrai à la question, mais la question qu'on s'est posée, nous, c'est comment on peut faire progresser les appels à projets euh, de nouvelles formes qu'on a envie de lancer. Donc, on est en chemin. Pareil, on va tester, on va essayer d'écouter aussi le retour des personnes qui les remplissent et euh, et qui pour nous dire si ça fonctionne et si ça a progressé ou pas. On s'est posé des questions, on a travaillé avec une designer notamment sur tout le processus en fait et, et toutes les parties prenantes et qu'est-ce que ça avait comme impact ces différentes étapes. Le moment où on fait connaissance, le moment où on présélectionne, le moment où on fait la sélection, comment on accompagne jusqu'au bout, comment on évalue. Parce qu'il y a des endroits qu'on peut alléger. On ne demande pas exactement la même somme de détails au moment de la présélection et c'est pas la peine d'épuiser tout le monde en demandant un truc long comme ça, juste parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête à faire deux supports. Euh, on s'est posé aussi beaucoup la question de est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que l'accès à l'écrit, à la façon dont c'est formulé, et c'est assez ajusté? Donc, on est en chemin là-dessus. Euh, voilà, donc on pourra partager quand on aura complètement abouti tout ça, mais l'idée, c'est d'aller vers de la simplification, faire des étapes, vers le fait de laisser aussi des espaces de dialogue et puis de faire connaissance avec des structures, quoi. Pas forcément des projets, parce qu'en fait, demander des projets, c'est un peu une course à l'épuisement parce que chaque année, il faut proposer un nouveau projet. Donc voilà, on est sur des logiques de soutien, de fonctionnement, de philanthropie de confiance, c'est-à-dire du fonctionnement et pas que des projets. Travailler sur du long terme pour qu'il y en ait moins. Travailler sur de l'évaluation qui soit ajustée et allégée. Euh, et puis le dernier point sur lequel on travaille et qui est vraiment qui nous tient à cœur, c'est de se mettre ensemble avec les acteurs de la philanthropie et de créer nous-mêmes des collectifs d'action où on écoute aussi les premiers concernés sur les actions qu'on soutient et leur pertinence et où on met en commun aussi nos appels à projets ou l'aller vers et l'évaluation pour que aussi en termes d'échelle, il y en ait moins et qu'on aille plus vite dans l'impact, qu'on puisse être plus ambitieux aussi dans les financements. Voilà, donc on est en chemin avec humilité parce que on va continuer à faire ces deux méthodes et c'est complexe comme le réel est complexe. Donc voilà, on avance et on essaye aussi nous aussi dans un écosystème qui a une belle vitalité et par exemple avec l'initiative Racine, c'est hyper inspirant dont on est, de parler avec les autres fondations et de voir comment on peut faire évoluer nos pratiques et de le partager aux autres pour pouvoir inspirer les fondations qui ont envie de nous rejoindre dans les collectifs, mais celles aussi qui ont leur trajectoire solo, quoi. Très bien. Merci. Je vais lire ce qu'a dit, ce qu'a rajouté Stéphane. Petite précision, ma question pose plus sur largement la responsabilité de toutes les structures privées et publiques qui lancent des appels à projets de se coordonner en amont, de coaliser autour du même programme, plutôt que de proposer chacun leur appel à projet, de programmer plusieurs années d'avance, par exemple, en visant des missions, etc. Enfin, gros sujet, on va pas rentrer dedans, mais c'est vrai et le point de Stéphane est à mon avis extrêmement valide et qui nous amène
tout à fait en ligne avec ce dont tu parles avec ta rosace, à penser au-delà de ce que nous on fait, au-delà de notre propre action. Et donc, je pense, un point très important. Il y a une dernière question, mais celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Je ne sais pas comment tu pourras répondre en une minute, Bénédicte, mais c'est de Fanny Zunino. Comment vous arrivez à partager tout ceci et cette pédagogie au sein de la Fondation de France et des différentes organisations et programmes. Euh, je vais faire une petite pirouette hein, pour une minute. Ça commence par des temps comme celui-ci, qui sont ouverts à tous. Autour de ces écrans, on va dire comme une table imaginaire, il y a des bénévoles de la Fondation de France qui nous épaulent sur l'instruction. Il y a des partenaires de la philanthropie, du monde associatif. On fait des formations au sein de notre écosystème à nous, Fondation de France, avec toutes les fondations abritées pour que, il y a près de 1000 fondations abritées à la Fondation de France. Cyril, mardi, était en prise de parole et a partagé ces éléments avec ces fondations abritées qui se réunissaient à l'année. Donc voilà, c'est de nous aussi prendre soin des relations qu'on a dans notre écosystème et de s'engager, de prendre du temps, de partager avec humilité toujours parce que franchement, on n'est pas les meilleurs, on est juste en train d'apprendre. Donc, on tâtonne, on se trompe, on corrige. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le dialogue qu'on a avec les autres, les autres partenaires philanthropiques aussi. Vous n'êtes pas mauvais quand même. Comment? Vous n'êtes pas mauvais quand même. Ouais, mais bon, c'est toujours intéressant de Non, mais, regarder les non, mais points de vue de tout le monde. c'est bien d'avancer. Et Merci. merci pour ce niveau de transparence, et d'humilité, d'honnêteté aussi sur les limites que vous voyez. Hein. C'est pas toujours un exercice facile, alors qu'au contraire, c'est ça qui fait aussi avancer le secteur, c'est d'avoir ces moments de discussion où on est capable de se dire ce qui va pas, et à un moment ou à un autre, c'est comment, au-delà de la question de comment embarquer les fondations abritées, je peux me permettre juste d'ajouter un truc, c'est qu'il y a un enjeu à se penser aussi en tant qu'écosystème de l'intérêt général et voir les effets qu'on produit. Et tout à l'heure, il y avait une question pour dire, mais comment est-ce que les fondations ne finançant pas tellement ce genre d'approche, comment on contourne ce sujet? Je pense que l'enjeu, c'est de pas contourner et c'est de se dire à un moment ou à un autre comment on en fait un sujet de discussion. Parce que c'est un problème systémique aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que les associations sont ultra orientées solutions et elles en sont finalement bien consentantes d'une certaine manière, mais en même temps, elles n'ont pas trop le choix. C'est compliqué d'aller voir un mécène et de dire voilà, le problème est complexe, je ne le comprends pas très bien. D'ailleurs, je n'ai pas la solution, est-ce que vous pouvez me financer? On a plutôt tendance, on se sent un peu obligé de dire voilà, le problème est simple, d'ailleurs, j'ai une solution géniale et la seule chose qui fait que je n'ai pas résolu le problème, c'est que je n'ai pas assez de sous pour faire grandir ma solution à grande échelle. Mais à un moment ou à un autre, en servant aussi ce discours, ben, les mécènes demandent ça. Et puis on met des pratiques d'évaluation qui nourrissent ça. En fait, en tant qu'écosystème, on produit quand même un fonctionnement qui fait qu'on a du mal à adopter ce genre de pratiques. Et du coup, c'est comment on en fait un sujet de conversation. On se dit, bon, ben, on a des pratiques collectivement qui collent pas trop et allez, on avance. On parle des trucs qui vont pas et on avance. Peut-être pour un tout petit peu compléter, c'est intéressant aussi quand on regarde la cartographie en fait de l'écosystème, de aussi se poser la question de, en tant que financeur, on va financer quoi? On va financer des petites structures émergentes, des structures qui sont à mi-chemin, qui ont besoin de se structurer, ou bien des structures qui ont fait un peu la preuve et qui prennent de l'ampleur. C'est être dans cette diversité de soutien, c'est aussi soutenir la recherche, la connaissance qui permet d'agir, c'est être à des endroits de complémentarité. Et donc de veiller aussi à ne pas être en soutien de toujours les mêmes, d'un entre-soi qu'on ne souhaiterait pas nourrir. Voir l'apport de chacun dans l'écosystème, mais d'essayer d'être nous aussi en complémentarité. Hein. Bon, il reste 2 minutes. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Merci à Cyril. Et vous. encore merci à, Élodie et Marélie qui nous ont quittés. En tout cas, vous avez tous fait une belle promotion de cet anti-guide et très bon marketing pour un produit qui est gratuit et dont les parties 3 à 9 donc, sortiront extrêmement bientôt. Si vous avez aimé ce webinaire ou si vous ne l'avez pas aimé, il y a un petit questionnaire que nous aimerions que vous remplissiez. Et en tout cas, si vous l'avez aimé, ben, partagez. Il y aura un replay. Partagez avec vos collègues et tous ceux qui n'ont pas pu le voir. Juste un petit rappel, on a 3 autres webinaires, dont un de la date est fixée, Inventer demain, une philanthropie basée sur la confiance le 17 octobre, un cas pédagogique de l'ESSEC sur la révision de la stratégie d'une fondation d'entreprise qui est de Groupe Petercam, et quelle place pour les premiers concernés avec Porticus en
décembre. Dernier rappel, nous avons donc ce parcours apprenant sur 1 an dont nous avons fini la première version très récemment et nous sommes dans le marketing et la vente de la deuxième. Nous allons faire un deuxième webinaire de présentation là-dessus. Vous devez les voir sur LinkedIn, sur notre site. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, approchez-nous. Si vous avez envie de creuser beaucoup plus en profondeur tous les aspects dont nous avons parlé aujourd'hui. Et là-dessus, je crois qu'il est 29. Donc, c'est l'heure de vous remercier de votre participation, de remercier nos panélistes, de remercier Amélia et de vous dire merci et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci Jean-Baptiste, merci Amélia.